Bonjour tout le monde, désolé pour ce matin. Donc je suis Xavier Grand, Tech Lead Search Algolia depuis 5 ans. Et je vais vous parler de quelque chose qui d'habitude on n'aime pas parler en public, comment j'ai cassé la prod à Algolia pour des milliers de clients. Euh, et donc pour commencer, si tout le monde n'est pas familier avec Algolia, qu'est-ce qu'on fait? On fournit un moteur de recherche à destination de n'importe qui construit un produit, de façon à pouvoir y intégrer une fonctionnalité de search pertinente et rapide. Et donc actuellement en volume, on est à plus de 2000 serveurs en prod, euh, répartis dans plus de 60 data centers, et on gère 1 milliard d'API calls par jour. Et donc, pour l'agenda d'aujourd'hui, on va reparler d'Algolia, mais plus le côté business, mais tech, qu'est-ce qu'il y a derrière, pour passer ensuite à décrire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et pour finir, on va conclure sur qu'est-ce qu'on a appris de tous ces problèmes. Et donc pour commencer, donc Algolia, on a un moteur de recherche totalement homemade. Il est développé chez nous entièrement. Et il se repose sur des clusters de 3 nœuds, où chaque nœud a 100% de la donnée, ce qui nous permet d'être rapide en évitant les allers-retours réseau pour faire de la recherche. La machine peut la faire directement. Et comme c'est un moteur de recherche homemade, on a aussi notre format stocké sur disque qui est maison. Pour le système de déploiement, ce qu'on fait, qui est assez classique, c'est qu'on a différents environnements de déploiement. On va d'abord déployer en testing, puis après en prod, de façon à que s'il y a un souci, on le voit avant que ça arrive chez les clients. Et ensuite, ce qu'on fait aussi, c'est du rolling upgrade. Donc le but, c'est de déployer, vu qu'on a un cluster de 3 nœuds indépendants, un nœud, puis le second, puis le troisième. Et donc souvent, l'erreur, on la voit arriver au niveau du premier nœud, avant que toute l'infrastructure soit inaccessible. Et ce qui implique donc que le moteur doit être capable d'avoir un cluster avec différentes versions qui tournent en même temps, de façon à que ce soit invisible pour le client. Le but, c'est que la complexité reste de notre côté. Et donc, là plus particulièrement, alors vous remarquerez que je suis un développeur back-end, donc c'est pour ça que c'est très moche. Dès qu'un client nous envoie une opération d'écriture sur un des 3 nœuds, ce qui va se passer, c'est qu'on va l'écrire sur disque, de façon à que si on a un bug et qu'on crache, on garde quand même ce que le client nous demandait de faire. Il y a le notif. Hop. Désolé, 2 secondes. Hop, hop, voilà. Non, pas ça non plus. Voilà, on y est. Et donc ensuite, le but, c'est que toutes les machines aient la même donnée, et donc le message est ensuite répliqué aux différents nœuds. Et donc ce message, pour qu'on puisse le modifier plus tard, il est versionné. Il y a une version qui est ajoutée dans chacun d'eux. C'est un format binaire parce que comme on traite 1 milliard d'API calls par jour, on a besoin d'un système très efficace. Et en fait, à différentes étapes du processing de ces messages, on va les enrichir avec de nouveaux contenus. Et donc maintenant, on va s'intéresser à la partie critique. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc maintenant, ça commence à dater, c'était en 2016. Donc ça faisait 2 ans que je développais sur le moteur. On est juste appelé après Black Friday. Donc en fait, comme on a des clients e-commerce, Black Friday, c'est le moment le plus critique. Ils ne peuvent pas s'autoriser un bug puisque c'est là où ils font leur plus gros chiffre d'affaires. Et donc nous, on a récupéré cette problématique et donc on a un code freeze autour de Black Friday. Mais le problème, c'est qu'on n'arrête pas de bosser autour de Black Friday et donc on a accumulé quelques changements. 70 changements, mais au moment du déploiement, j'ai fait une review de tous ces changements et c'était principalement des bug fixes, donc c'est censé être safe, et des améliorations de performance. Donc
tout commence. Donc si on fait la timeline, je commence à 15 heures à déployer sur tous nos node testing. On fait tous les node testing d'un coup de façon à pouvoir vérifier que la nouvelle version marche au niveau du cluster. Pas de souci, donc j'attends 30 minutes et 30 minutes plus tard, je déploie sur un nœud nos clusters en prod et séquentiellement. Donc dès qu'un nœud est fini, j'enchaîne, ainsi de suite. Tout se passe bien. Et là, 3 minutes plus tard, crash. Mais pas crash uniquement des nœuds que j'ai déployés, mais de tous les clusters qui ont eu un nœud déployé. Et en plus, en 3 minutes, j'ai eu le temps de déployer 10 machines, ce qui fait 30 machines qui actuellement crash en prod. Le point positif à ce moment-là, c'est que c'est uniquement la partie indexation qui est impactée par la partie search. Donc les clients continuent à chercher, mais par contre, dès qu'ils veulent mettre à jour du contenu, l'API retournait 500. Donc petit coup de pression, 30 machines. Première étape, je reverte en me disant, bon, je suis un peu stressé là, mais ça va. Et rien du tout. Donc là, il y a 30 machines qui tirent la gueule et moi tout seul devant mon ordi. Donc le stress est assez haut. Je commence à regarder les backtraces qu'on a en production. Jamais au même endroit. C'est partout dans le code. Je regarde des parties qui n'ont même pas été modifiées. Donc j'essaye d'itérer. Je regarde une machine, une autre, une troisième. Je m'éparpille un peu partout. Puis au bout de 17 minutes, j'ai un peu fait le tour de ce que je pouvais analyser et je trouve toujours pas. Donc là, je commence à regarder le code. Plus de 1000 lignes changées. Ça va pas en s'améliorant. Puis là, 20 minutes plus tard, on augmente encore le niveau. C'est mon CTO qui m'appelle. Donc là, je me dis, bon, je vais faire ma petite boîte, je vais devoir partir. Et en fait, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait m'arriver parce qu'il n'est pas venu pour me dire mais qu'est-ce que tu as pété, il est venu pour me dire ok, comment je peux t'aider. Et donc c'est là où en fait ce qu'il a fait, c'est que il avait compris que le problème ne serait pas résolu en 5 minutes. Donc on s'est dit sciemment ok, on se pose, on va analyser doucement le problème et petit à petit comprendre ce qui s'est passé. Et donc comme j'ai expliqué là au début sur les messages. Donc nos messages sont stockés sur disque. Et donc c'est pour ça qu'au moment où j'ai fait le revert, j'avais toujours le même souci, c'est que le message que j'avais corrompu était toujours là. Et donc peu importe la version que j'utilisais, les deux avaient le même souci. Et donc comment on est arrivé à ce système-là? Donc l'un des bug fixes introduisait un nouveau header qui permettait de fixer un problème. Et donc en prod, on s'est retrouvé avec deux nœuds qui utilisaient ce format-là, un nœud qui utilisait ce format-là. Et au moment où on a enrichi le nœud, au lieu de mettre la bonne version, on l'a downgrade. Et donc on a interprété les extra headers comme le message de base. Et donc ce qui faisait que on ne comprenait jamais les messages qu'on appliquait puisqu'ils n'avaient aucun sens. Et donc on a et donc c'est pour ça que c'était partout dans le code, c'est parce qu'à chaque fois on exécutait le message de la mauvaise manière. Et donc à ce moment-là, pour réussir à comprendre ce problème-là, il nous aura fallu quand même 1h30. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré toutes les backtraces qu'on avait sur les 30 machines pour essayer de trouver le point commun. Et donc là, cette étape, déjà récupérer toutes les backtraces, ensuite voir quel est le point commun quand c'est pas du tout les mêmes parties de code. Et c'est là en fait où il y avait une partie qui était commune à tous, c'est au moment où on appliquait un message. Donc le message peut faire plusieurs choses, mais c'était toujours au niveau du message. Et c'est ça qui nous a permis de trouver. Et arrivé à ce stade-là, donc on a compris le problème, on a deux options. Soit on écrit un binaire pour fixer chaque message un à un, donc ce qui veut dire écrire le programme,
le tester, vérifier qu'il marche et ensuite le lancer sur les machines. Soit on pouvait y aller à brut et dire on supprime tous ceux qui sont corrompus et à partir de là, on relance le service. Et comme c'est écrit, on a utilisé la seconde méthode. Pourquoi ? Parce que le but, c'était de remettre le service up le plus rapidement possible. Nous, on n'est que le moteur de recherche, on n'est pas la base de données. Donc perdre des datas, c'est pas gênant puisque les clients, de leur côté, ont toujours leurs données. Et donc, on avait juste à leur demander est-ce que vous pouvez repousser les updates que vous avez envoyés entre ces deux, entre le moment où on a déployé et le moment où on a corrompu les messages. Voilà. Et donc, le problème, c'est que comme on avait 30 machines impactées, même si ça consistait juste à supprimer les messages, on en a eu pour 1 heure à le faire. Donc là, si on reprend la timeline, 15h40, le problème a commencé à arriver. Et donc pendant 3 heures, à fond, à essayer de comprendre ce qui se passait, très stressé. À 18h47, j'étais rincé. C'est comme si j'avais fait ma semaine en une journée. Et donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça, puisque c'est la partie la plus intéressante. Premièrement, au niveau tech, le problème qu'on a eu, c'est qu'on avait trop de changements. Donc on ne pouvait pas facilement drill down sur « Ah bah oui, j'ai une centaine de lignes modifiées, en 5 minutes, j'ai pu faire une review dessus. » Ce qu'on faisait bien en fait le reste de l'année, c'est que le reste de l'année, on fait une release par semaine, de façon justement à ne pas accumuler. Mais là, on était coincé en fait par le code freeze. Mais en fait, qui était une mauvaise excuse, c'est que on n'a pas uniquement des clients e-commerce, et c'est principalement les clients e-commerce qui sont impactés par le Black Friday. Et donc, au lieu de stopper les nouvelles mises à jour pour tout le monde, ce qu'on a fait, c'est qu'on a maintenant on déploie sur ceux qui ne sont pas impactés par Black Friday. Et donc, de cette manière, peu importe en fait que ce soit Black Friday ou pas, on a toujours des petits changements qu'on déploie. La seconde erreur, c'est aussi la méthode avec laquelle on a déployé. Puisque testing, on a tout déployé d'un coup, ce qui nous a empêché de trouver le problème. Mais le problème, c'est que si on se met à déployer testing les nœuds un à un, bah, on ne teste plus que la nouvelle version à toutes les fonctionnalités au niveau du cluster qui marche bien, puisqu'on teste que sur un nœud. Et donc, c'est là, au lieu de changer la méthode, on a juste rajouté une step. À ce moment-là, nous, on n'avait pas de staging, on n'avait que nos clients en prod. Et donc, il a fallu trouver des machines de staging. Et c'est là où, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait tous les produits qu'on développait en interne à usage de end-user qu'on pouvait utiliser dans ce staging. Et c'est donc ces machines qu'on utilise qui nous permettent maintenant de tester à la fois que tout le code marche au niveau du cluster et qu'en staging, un nœud avec la nouvelle version marche avec les autres. Et enfin, la validation. Comme on déploie les machines en fait l'une à la suite des autres, y a les machines qui ont la nouvelle version ont potentiellement des bugs et donc peuvent propager ces bugs dans le cluster. Et c'est là où on a pris une stratégie qui consiste à dire même si je connais la source, je revalide tout ce que je reçois. C'est pas parce que c'est un nœud qui fait partie de ma code base qu'il ne peut pas m'envoyer de mauvaises données. Et donc de cette manière, si on avait eu juste ça, le seul nœud qui aurait été impacté, c'était celui qui était déployé, qui aurait corrompu sa version, et tous les autres n'auraient pas pu avoir la propagation, puisque justement ils auraient revalidé, rejeté ces messages. Donc ça, c'est pour la partie tech. Après, sur comment gérer l'état de crise. Donc la méthode souvent consiste à jump in sur les machines et très vite essayer de trouver d'où vient le problème pour fixer le plus rapidement. C'est bien, mais à partir du moment où le problème commence à être de plus en plus long, l'une des choses les plus importantes, en fait, c'est de communiquer déjà dans l'équipe
et communiquer au client. Il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir quelque chose qui ne marche pas et de ne pas savoir pourquoi. Et c'est pareil pour nos clients. Au moment où nous, on a un souci, il faut qu'on communique proactivement pour dire on a un souci, on en est là. Et il faut mieux résoudre un problème en 1h30, 1h45 que le résoudre en 1h15 et les faire attendre sans nouvelles pendant tout ce temps-là. Et donc c'est quelque chose qu'on souvent néglige, c'est que la communication est la première chose à faire avant de résoudre les soucis. La seconde erreur que j'avais faite à ce moment-là, c'était de ne pas demander de l'aide. Je faisais à la fois les quelques messages à envoyer au client, plus réparer la prod, plus essayer de comprendre ce qui se passait. Et on a tous eu ce souci où, en regardant du code, on ne trouvait pas le souci. On appelle un de ses collègues en disant il y a un truc mystique qui ne marche pas, et en lui expliquant, on fait ah, pardon, ça vient de là. Le canard en plastique. C'était un peu la même idée là. Quand mon CTO arrivait, la chose principale qu'il a fait, c'est me demander où on en est, qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde, où est-ce qu'on va. Et donc, c'est aussi un point important. Et le dernier, qui est sûrement le plus important, c'est que dès que l'orage est passé, s'occuper après du post-mortem. Parce que le post-mortem, c'est ce qui va permettre de comprendre vraiment où est le souci. Donc le premier point à se rappeler pour un post-mortem, c'est qu'il n'y a personne à blâmer. S'il y a un souci qui est apparu en prod, c'est plus les procédures ou le code qui est en défaut que la personne qui a fait le déploiement. Et surtout que ça n'apporte rien de blâmer la personne, alors que blâmer la procédure, ce qui peut être fait derrière, c'est la modifier. Après, il y a une notion d'impact à prendre en compte. C'est que si c'est un problème qui arrive pour un client dans un cas particulier de temps en temps, c'est pas la chose qui doit vous faire stopper tout et fixer. Par contre, si c'est un problème qui impacte, comme là, des milliers de clients qui peut se reproduire et qui en plus bloque l'indexation, là, il y a un gros impact. Ensuite, ce qui est important, c'est d'écrire la timeline, d'écrire tout ce qui s'est passé. Parce que c'est souvent facile de conclure que le problème vient de ça, et ensuite, en écrivant la timeline, se rendre compte que ah non, c'est pas possible que ça vienne de là, les événements se suivent pas dans le bon ordre. Et donc, c'est souvent ce qui va vous guider sur quel est le vrai problème. Et par exemple, si on prend ce cas-là, il n'y a pas trop d'intérêt d'écrire une timeline puisque c'était très straightforward. Mais dans le cas où c'est le fait qu'il y a eu un changement d'une équipe, un changement d'une autre équipe et le troisième, et que c'est tous ces changements ensemble qui créent un bug, sans timeline, c'est impossible de le détecter. Et donc, dès qu'on a cette timeline, on peut voir quelles parties sont bien passées, quelles parties sont mal passées, et ainsi de suite. Et si on reprend par exemple cet exemple-là, qu'est-ce qui s'est bien passé? On n'a pas du tout impacté le search. Donc, niveau impact revenu pour nos clients finaux, c'était uniquement les nouveaux produits qui n'y étaient pas, mais ils n'ont jamais vu leurs end-users qu'on avait un problème de notre côté. Un point positif, ça fait du bien de quand même mettre un petit point positif alors que depuis le début, tout s'est mal passé. Hop, pardon. Ensuite, parler de ce qui s'est mal passé et ce qu'il faut changer. Et là, par exemple, c'est les points qu'on a cités tout à l'heure. Pas le même système de déploiement, pas un code robuste qui se protège de lui-même, des choses comme ça, qui ensuite doivent se transformer en action items, qui doivent être ensuite faits à un moment. C'est que ça ne sert à rien d'écrire un post-mortem si derrière il n'y a aucune action qui est prise. Le but, c'est justement de s'assurer que ça ne se reproduise plus. Et voilà l'intérêt des action items. Et c'est tout. Merci. Est-ce que quelqu'un a des questions? Bonjour et merci déjà. C'est
intéressant et important, comme tu disais. Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris comment vous vous êtes retrouvé avec des messages avec la mauvaise version, mais les nouveaux headers. Alors, hop, c'est ce slide-là. Donc en fait, c'est que on a un cluster où on a un nœud qui est déployé qui écrit cette version-là, et deux nœuds qui en fait écrivent celui-là, mais peuvent comprendre celui-là. Et ce qui s'est passé, c'est que les vieux nœuds qui utilisaient ce format-là ont lu ce format-là et réécrit en fait un format corrompu avec à moitié le format 1 et à moitié le format 2. Ce qui fait qu'on les a corrompus. Donc ils n'ont pas vérifié que la version était 2 et qu'ils ne pouvaient pas donc pas la lire. C'est ça, oui. Dans le code, ça ressemble plus à une constante qui n'était pas la bonne. C'est ça la validation ajoutée. C'est ça. Le but, c'est que dès que ce message est corrompu, au moment où ils vont l'échanger pour... Au moment où ils vont l'échanger pour répliquer les actions, que ce soit bloqué à ce niveau-là, et donc qu'il n'y ait que la machine qui l'a corrompu qui le garde. Ok, merci. Au niveau de votre procédure de déploiement, est-ce que vous aviez, est-ce qu'elle prenait un temps particulièrement long, le fait de déployer un nœud, puis un autre, puis un autre? Et est-ce que vous aviez une procédure qui faisait que les 70 commits ou les 70 changements, vous deviez les déployer tous d'un coup? Enfin, qu'est-ce qui a fait que vous déployez tous ces changements d'un coup? Pourquoi on a tout déployé? C'est parce qu'en fait, je ne l'ai pas détaillé, mais quand on déploie les nœuds 3, 2, 1, en fait, entre les deux, pour être le plus stable possible, on attend un jour. Parce que le but, c'est qu'en fait, s'il y a un souci qui n'est pas détecté par un simple crash, que le client puisse nous dire il y a un truc bizarre qui arrive, est-ce que vous pouvez regarder? Et nous, dans ce cas-là, on n'a qu'une des machines qui va faire n'importe quoi et pas les trois. Donc c'est pour ça qu'on prend tout ce temps-là. Et ce qui implique que si on devait diviser les 70 changements en plusieurs déploiements, on mettrait en fait des semaines à purger. Sachant que je n'ai pas donné tout le contexte, mais Black Friday, c'est juste avant Noël. Et donc en fait, on repartait dans une période de code freeze. Donc l'idée, c'était de purger au plus vite tous les changements pour se préparer pour la phase suivante. Merci. Moi, ma question, ça vient plutôt de la procédure de rollback. Parce qu'en fait, alors, ce qui se passe, c'est que vous déployez une partie du code. Ensuite, vous rollbackez et ça crache toujours. Donc, alors, avec du recul, vous constatez que le problème, en fait, ça venait d'une corruption de l'État, finalement. Et en fait, alors, je ne sais pas si c'est compliqué dans votre cluster, mais est-ce que ce ne serait pas logique, un peu comme quand on fait un déploiement avec une mise à jour de base de données, si on constate que pour une raison X ou Y, la version ne fonctionne pas, on rollback à la fois la base, donc on recharge un dump, par exemple, donc on recharge un ancien état de données avec le code. Est-ce que ça aurait été compliqué de faire ce genre de choses? Ça aurait été moins stressant peut-être, non? Donc le truc, c'est que les messages qu'on appelle les jobs, on en reçoit beaucoup et en fait on les sauvegarde pas, on sauvegarde que les index. Et les index, on fait ça une fois toutes les 8 heures. Donc ça veut dire qu'en fait, dans ce cas-là, le revert aurait de la data qu'à 8 heures. Et que nos clients, en fait, si c'était juste un souci avec la nouvelle version, auraient perdu en fait tous leurs changements entre deux. C'est pas comme un déploiement de base de données où on peut faire le snapshot, le déploiement et rollback le snapshot. D'accord. Et en plus, on a des gros volumes maintenant où restaurer des backups, ça nous prend des heures. Ok, ça marche, merci. Merci. Merci.